Bon, on va commencer. Salam alaikum encore une fois et bienvenue dans ce webinaire. Donc, on est deux à présenter. Je me présente, c'est Mohamed Reda Maharam. Et à côté de moi, il y a mon collègue Mohamed Lakri. Et voilà. Salam alaikum. Et donc, du coup, pourquoi ce webinaire? Donc, on a eu beaucoup de questions de la part d'anciens collègues ou d'amis ou de connaissances, de contacts qui nous demandaient qu'est-ce qu'un SOC? Donc, souvent, on essayait d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'un SOC. Donc, on s'est dit pourquoi pas organiser un webinaire comme ça, en essayant de vulgariser un peu le contexte du SOC, le fonctionnement d'un SOC, les composants d'un SOC et en sortir avec une idée plus claire du socle. Voilà. Et donc, avant de commencer, pour préciser, durant la session, donc, vu qu'on est deux à présenter ce webinaire, donc à tout moment, vous pouvez vous poser vos questions, donc dans la rubrique questions-réponses que vous pouvez voir en bas de votre écran. Donc, vous pouvez poser les questions et on peut vous répondre à n'importe quel moment. Les questions peuvent être anonymes ou on peut les partager. Donc, vous pouvez préciser si la réponse doit rester anonyme ou pas. Donc, avant de dérouler, donc, le webinaire va se dérouler de cette manière. Donc, dans un premier temps, on va survoler un peu le SOC, donc voir quelles sont les équipes dans un SOC, le fonctionnement d'un SOC, les différents composants d'un SOC. Donc, on aura une vue macro. On peut pas rentrer en détail vu que 3 heures, c'est très peu pour voir en détail tout ce qui concerne un SOC. Et par la suite, il y aura un petit atelier. On va simuler une attaque réelle et voir comment on va loguer et on va détecter ces attaques. Et à la fin, il y aura une session de questions-réponses. Comme ça, les participants peuvent poser leurs questions s'ils le désirent et on peut répondre à voix vive ou répondre par écrit s'ils souhaitent garder la réponse uniquement pour eux. Voilà. Donc, on commence. Je laisse mon collègue se présenter, Mohamed Lakri. Ouais, donc Mohamed Bakri, donc 10 ans d'expérience, un peu plus. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que sysadmin, et par la suite en tant que pentester et depuis environ 5 ans, donc je travaille en tant que SOC analyste. Donc voilà, brièvement. D'accord. Merci. Et de ma part, c'est Mohamed Reda Maharam. À la base, j'étais ingénieur en télécom et j'ai fait une reconversion vers la cybersécurité en 2015. Donc, j'ai rejoint mon premier SOC en tant qu'analyste en sécurité. Et depuis, j'ai enchaîné les boulots autour du SOC, donc en tant qu'analyste, administrateur de plateforme de SOC, architecte, pilote de projet, etc. Et j'ai fait pas mal de missions dans de grandes boîtes multinationales. Voilà, comme vous pouvez le voir dans cette vue. Je pense que pour le sondage, hop, désolé, j'avais oublié de fermer cette page. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'un SOC, le Security Operations Center. Donc, par définition, le SOC, le Security Operations Center, c'est un centre ou un service ou une entité dans une entreprise qui va s'occuper de la sécurité de l'information dans l'entreprise. Donc, on parle ici de sécurité de l'information et non pas, comme à l'époque, sécurité de l'informatique, parce que c'est toute l'information qui est importante et qui doit être protégée dans une entreprise. Donc, on va pas uniquement surveiller si une attaque va faire tomber un serveur ou cracher un pare-feu ou autre chose. Donc, c'est plus large que ça, actuellement. Donc, la mission du SOC, c'est détecter les menaces, qu'elles soient internes ou externes. Et on néglige beaucoup les menaces internes. Donc, souvent, il y a des actes de sabotage ou de la part d'employés qui ne sont mécontents ou autre chose. Donc, il y a cette partie aussi. Et donc, protéger contre quoi? Toute menace qui peut impacter la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données d'un système d'information d'une entreprise. Et on va voir ça en détail par la suite. Donc, les objectifs d'un SOC, c'est minimiser les risques et les impacts. Donc, il faut bien préciser minimiser les risques et les impacts, car être à l'abri de tout risque, ça n'existe pas. Peu importe la taille de l'entreprise, la maturité du SOC, les systèmes de sécurité mis en place, on n'est jamais à l'abri. Donc, le but du SOC, c'est vraiment minimiser les risques et les impacts.
Et ça à travers certaines tâches comme sensibiliser les employés qui sont le vecteur d'attaque le vecteur d'entrée des attaquants dans un réseau interne d'une entreprise. S'assurer du respect des bonnes pratiques et de la politique de sécurité interne, c'est très important. Un exemple simple, c'est parmi les bonnes pratiques de la sécurité, c'est avoir un mot de passe qui est assez dur et qui est renouvelé chaque 3 mois. Par exemple, souvent on tombe, surtout dans des petites entreprises, il y a des mots de passe qui sont très génériques, très facilement craquables et brute forcés. Donc ça, c'est très important de respecter les bonnes pratiques. Il y a le durcissement des équipements. Donc, quand on parle de durcissement des équipements, on parle d'appliquer les patchs, de vérifier les confs, de faire des audits sur ces équipements de manière récurrente et comme ça rendre l'accès à ces équipements très difficile. Détecter les attaques internes et externes, ça on en a parlé, et contenir et éradiquer rapidement les attaques. Donc, s'il y a une attaque, mais il y a un incident qui est avéré, donc une attaque en cours, le rôle du SOC, c'est détecter et stopper cette attaque. Il y en a d'autres tâches, bien sûr, mais ça, c'est les principales tâches du SOC. Donc, si on veut schématiser de manière simple les rôles d'un SOC, donc on a la prévention, donc par des campagnes de patching, des campagnes de sensibilisation, par du durcissement, etc. Il y a la partie détection, donc détecter les attaques en temps réel, si il y en a. Donc, soit vérifier que l'attaque a été stoppée par les équipements de sécurité ou non concluante. Et si elle a été concluante, donc voir jusqu'où l'attaquant veut aller et l'arrêter le plus tôt possible. La réponse, donc, la réponse à incident, c'est lorsqu'il y a une attaque ou bien un incident avéré, donc éradiquer l'attaque et la stopper avant qu'il n'y ait d'impact. Donc, plus tôt c'est fait, moins d'impact on en aura. Et à la partie remédiation, donc après une attaque, si une attaque a été concluante, ça signifie que durant nos préventions et la détection, on a loupé des choses ou bien il y a des trucs qu'on n'a pas pris en compte ou dont on ignorait l'existence. Et c'est après le retour d'expérience d'une attaque avérée qu'on va décider de mettre en place des remédiations. Donc, mise en place de règles de détection pour détecter les attaques et dans la prévention, durcir les équipements et sensibiliser les gens aussi pour ne pas avoir le même type d'attaque qui se reproduit avec un autre impact. Si la même attaque se reproduit, normalement, elle doit être stoppée très, très tôt. Voilà. Donc, on passe au slide suivant. Donc, on va parler des modèles du SOC. Donc, là, apparemment, je vois qu'il y a un problème d'affichage, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, il y a 3 modèles de SOC. Il y a le modèle interne. Donc, c'est les équipes et les outils qui appartiennent à l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui va créer son SOC et qui va recruter des gens, qui va acheter des équipements, mettre en place les process, etc. Donc, tout est interne. Il y a le modèle mutualisé. C'est le SOC qui est vendu en tant que service. Donc, généralement, c'est des MSSP. Donc, c'est des managers de la security service provider. Ça signifie qu'il y a une entité qui va créer un SOC, qui va avoir une équipe, qui va avoir une infrastructure et qui va vendre ce service à d'autres boîtes, à des clients. Donc, le client n'aura pas à recruter des gens, n'aura pas à avoir des équipements, il n'a qu'à envoyer des logs à cette entité, donc au SOC mutualisé, pour pouvoir avoir le service SOC. Donc, il y a un prestataire qui va s'occuper de la partie détection et remédiation à la place du client. Et dans ce cas-là, le même SOC sera utilisé pour plusieurs clients. Donc, on peut avoir une dizaine de clients qui vont faire appel au même prestataire. Donc, ce sera le même SOC qui va s'occuper de la sécurité de plusieurs clients à la fois. Il y a, pardon, il y a le modèle manager. Donc, on peut dire aussi infogéré ou hybride. C'est que l'infrastructure est chez le client. Donc, c'est le client qui va acheter les équipements, mettre en place les process. Il y aura un chef de service SOC qui va appartenir au client. Et la gestion de ces équipements et la détection et l'exploitation de ces équipements va se faire par un prestataire externe. Donc, tout dépend du besoin de l'entreprise. On peut opter pour un des 3 modèles. Pardon. Et on a décidé de mettre en place ce schéma pour dire quels sont les 3 composants principaux d'un SOC. Donc, on a les procédures.
on a les outils et on a les équipes. Pourquoi cette représentation? Pour dire que si un de ces composants manque, la chose ne pourra pas tenir debout et elle va tomber. Donc, pour dire que les trois sont vraiment importants. Si un des trois manque, ben, le socle ne sera pas vraiment opérationnel. Voilà. Donc, quand on parle de procédures, donc, ils sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement du socle, le respect des procédures et assurer la rapidité et l'efficacité des tâches, ainsi que la valorisation du service. Donc, c'est en respectant les procédures qu'on peut être efficace et avoir un meilleur rendement au niveau du socle. Si les procédures ne sont pas respectées, on va rater des choses, et ce sera un peu l'anarchie en quelque sorte au niveau de l'organisation. On a les outils. Donc, les outils peuvent être différents d'une organisation à une autre. Donc, il y a dans certains secteurs d'activité, c'est l'information qui est le plus importante. Dans d'autres, c'est les services qui sont plus importants. Donc, les équipements vont dépendre vraiment du contexte et du secteur d'activité. Mais généralement, dans les SOC, ce qu'on va trouver, c'est le SIAM et le DR. C'est deux outils qui sont primordiaux dans un SOC. On va en parler par la suite après. Il y a par la suite les équipes. Donc, tous les SOC ont besoin de minima d'analystes. Donc, d'une équipe d'analystes, d'une équipe d'administrateurs et d'architectes, et qui seront sous la coupe d'un SOC manager. Donc, on peut pas avoir un SOC sans analyste et on peut pas avoir un SOC sans administrateurs qui vont gérer les outils du SOC. Et aussi les architectes pour le design de l'architecture. Donc, on va parler des procédures du SOC. Donc, parmi les procédures, on ne va pas tout citer, mais parmi les procédures essentielles, il y a la partie gestion des incidents. Donc, quand on parle de gestion d'incidents, on parle d'escalade de la procédure d'escalade des incidents. Donc, si on a plusieurs niveaux au sein du SOC, donc le process pour passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3. Si on a un SOC avec une seule équipe d'analystes, le process va différer dans ce cas. Il y a aussi la procédure pour la gestion des crises, pour le traitement d'alertes par type. Donc, on peut mettre en place des fiches réflexes ou certains documents pour aider les analystes à aller plus rapidement dans le traitement des incidents. Il y a la partie shift handover. Donc, on parle de shift handover quand on a un SOC qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a certainement plusieurs équipes qui vont faire des rotations. Et donc, le shift handover, c'est une passation entre une équipe et la suivante durant une rotation. Il y a la partie déclenchement d'astreinte. Même s'il y a des rotations, c'est généralement le niveau 1 qui fait la rotation, mais niveau 2, niveau 3 vont être en astreinte. Donc, quelles sont les procédures de déclenchement d'astreinte? Dans quel cas déclencher l'astreinte? Et sous quelles conditions? Et il y a les procédures de réponse à incident. Ça, c'est dans la partie gestion des incidents. Il y a la partie communication, donc, qui est importante. Donc, on doit avoir des réunions récurrentes au sein du SOC, entre les différentes équipes. Il y a la partie reporting and management, la partie mise en place des KPI pour valoriser le SOC. Il y a la partie documentation pour documenter l'architecture, les documents techniques, les high-level design, low-level design de nos équipements. Il y a la documentation aussi de la bonne pratique et la communication de la bonne pratique au sein de l'entreprise. Et aussi la communication de la politique de sécurité interne. Donc, tous les employés d'une boîte doivent être au courant de quelles sont les bonnes pratiques et quelle est la politique de sécurité interne pour éviter toute violation de cette dernière. Et aussi les procédures concernant les rôles et responsabilités. Donc, on doit cloisonner les rôles au sein du SOC. Donc, dire quel est le rôle d'une analyste niveau 1, quel est le rôle d'une analyste niveau 2 et quel est le rôle de l'administrateur, etc. Donc, pour ne pas chevaucher les rôles et respecter et être plus efficace. Donc, définir les responsabilités aussi. Donc, chaque entité est responsable d'une partie ou de plusieurs parties dans un SOC. La mise en place de la matrice RACI aussi. Donc, c'est responsabilité, conformité, etc. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la matrice RACI ou pas, mais elle est importante pour bien délimiter et lors d'un incident, bien d'une cellule de crise ou autre chose, chacun saura bien quoi faire et comment faire de quelle manière le faire. Il y a aussi la partie gestion des droits et des accès, ce qui est très importante. Donc, on doit accorder les droits
d'accès à l'information à uniquement les gens qui ont besoin de ce droit. Donc, si par exemple on a dans une entreprise une base de données ou autre chose qui contient des informations confidentielles, on doit vraiment limiter l'accès à cette base de données aux personnes qui ont besoin d'y accéder et non pas la laisser à tout le monde et comme ça l'information peut circuler de manière très libre un peu partout. Donc on va passer aux équipes du SOC. Donc pour un schéma très simple, donc on peut avoir que dans un SOC, on peut avoir une équipe d'analystes ou plusieurs équipes d'analystes au niveau 1, niveau 2 ou niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a l'équipe d'administrateurs de sécurité, il y a l'équipe d'architectes et ces trois équipes sont essentielles dans un SOC. Et on peut avoir dans des SOC qui sont plus matures une équipe de threat intelligence ou bien une équipe de CSIRT qui sera vraiment spécialisée dans la réponse à incident. Donc, quand on parlait de réponse à incident, on a bien dit que c'est pour éradiquer et contenir une attaque, pour la stopper à une étape très précoce de l'attaque. Mais on peut avoir aussi une équipe qui est l'équipe Cyber Security Incident Response Team, qui va s'occuper non seulement de la réponse à incident, mais même à faire des actions qui sont post-mortem, par exemple faire du forensics, donc l'analyse approfondie de l'attaque, donc de l'équipement qui a été attaqué pour récupérer des évidences et des artefacts. Et comme ça, on peut analyser et pour déterminer quel était le but de l'attaquant derrière et comment il a pu accéder à la machine, donc déterminer la root cause. Et aussi faire du malware analysis. Donc, s'il y a dans un cas de malware, donc analyser le malware et voir si le malware a été vraiment conçu pour cibler cette entreprise ou c'était un truc générique, etc. Donc, le CSIRT va s'occuper de plusieurs trucs qui sont post-mortem et qui sont importants pour améliorer la détection par la suite et pour pouvoir prévenir aussi le même type d'attaque dans le futur. Mais à minima, il faut avoir les analystes, les administrateurs et les architectes dans un SOC. Aussi, on peut avoir les architectes et les administrateurs au sein d'une même équipe. Donc, on peut avoir une équipe dans des entités qui sont très, très petites. On peut avoir une seule équipe, mais les ingénieurs dans cette équipe vont faire de l'administration et de l'architecture en même temps. Mais tout dépend de la taille et de la complexité du sujet au sein du SOC. Donc, pour les équipes, on a les équipes d'analystes. Donc, le rôle d'analyste, c'est, dans un premier temps, c'est la gestion des incidents, faire le tri et traiter les alertes, faire du hunting. Le hunting, c'est quoi? C'est aller à la chasse aux incidents, oui. Donc, s'il y a des trucs qui ne sont pas couverts par les règles de détection, on est en mesure de les voir au sein du SIAM. Donc, un analyste peut se connecter sur un SIAM et faire des recherches et lancer des requêtes et chercher un truc bien précis, ou bien récupérer une base d'IOC. Donc IOC, ça signifie Indicator of Compromise. Donc récupérer des IOC et lancer des recherches via ces IOC pour voir si on les observe ou pas dans notre réseau. Si ils y sont, ça signifie qu'il y a potentiellement une compromission. Il y aura l'analyse des rapports et des dashboards des différents outils, car des fois, dans certains cas, on n'a pas besoin d'activer une règle de détection, pardon. Sinon, l'alerte va sonner très souvent et ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a beaucoup de faux positifs qu'on ne peut pas fine-tuner ou des comportements qu'on ne peut pas whitelister, donc on va les afficher sous forme de rapport et dashboard. Et comme ça, dans une seule vue, on peut repérer un comportement qui est suspect ou parmi les comportements légitimes. Donc, il y a la participation fine-tuning, c'est les analystes. Donc, lors du traitement des alertes, ils peuvent remarquer qu'il y a beaucoup de faux positifs. Donc, signaler ces faux positifs et donner des recommandations aux administrateurs pour faire du whitelisting au niveau des alertes. Ils peuvent participer aux réponses aux incidents. Donc, c'est généralement niveau 2, niveau 3 qui le font. Ils participent aussi à l'amélioration continue de la détection. Et les compétences attendues, donc un analyste doit avoir une bonne connaissance en cybersécurité et des techniques d'attaque. Si il ne connaît pas, il n'a pas une bonne connaissance sur ces deux dernières, donc il ne pourra pas faire du hunting, il ne pourra pas bien déterminer si une alerte
concerne un faux positif ou une attaque avérée, etc. La complexité de la cybersécurité, c'est d'avoir une connaissance globale sur tout ce qui est dans le domaine de l'informatique, donc les systèmes, réseaux, bases de données, web, scripting, etc. Donc plus on en connaît, mieux c'est. Sauf que on peut pas tout connaître et généralement ce que font les stock managers, ils optent à recruter des gens avec des compétences différentes. Donc des gens qui ont des compétences en réseau ou bien qui ont déjà travaillé en tant qu'administrateur réseau, des gens qui connaissent bien le développement, donc qui sont des programmeurs, des gens qui étaient administrateurs système. Et comme ça, au sein d'une même équipe, on peut couvrir toutes les compétences et chacun peut traiter des alertes selon son périmètre. Et il faut être familier avec les outils de sécurité, donc notamment avec les SIEM et les EDR. Donc un analyste doit pouvoir lancer des requêtes et utiliser le SIEM de manière efficace pour pouvoir détecter, faire des recherches, analyser, investiguer de manière efficace. Avoir un bon esprit d'analyse. Donc généralement quand il y a une attaque avérée, il faut bien analyser les logs, il faut bien voir tous les détails pour pouvoir détecter des fois, juste un petit truc qui peut nous alerter ou nous alarmer pour dire qu'il y a une attaque potentielle. Il y a aussi le travail d'équipe, donc il faut bien coordonner entre les différentes équipes d'analystes pour bien gérer les choses. Comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a dans la même équipe, il y a quelqu'un qui était administrateur système, d'autres qui étaient administrateurs réseau, un autre qui était administrateur de base de données. Donc, si quelqu'un qui traite un incident et qui n'a pas assez de connaissances sur un domaine, il peut solliciter les autres membres de l'équipe pour l'aider. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut bien traiter les alertes. Il y a l'équipe des administrateurs. Donc, les administrateurs, ils vont gérer les utilisateurs et les rôles dans les équipements de sécurité. Ils vont s'occuper de la MCO, donc le maintien en condition opérationnelle des plateformes. Donc, s'il y a un souci, c'est eux qui doivent y remédier très vite. Ils font du build. Et le build, ça concerne la partie amélioration et optimisation des équipements de sécurité. Et c'est notamment au sein du CIEM qu'on parle beaucoup de build. Il y a la partie implémentation des politiques et use cases. Donc, les politiques dans un antivirus, dans un EDR, dans un DLP, etc. Donc, c'est aux administrateurs de les implémenter. Il y a aussi la partie déploiement de solutions et les optimiser. Donc, dans cette équipe, il faut avoir différentes compétences. Il faut être administrateur du système parce que c'est généralement les solutions sont installées dans des systèmes d'exploitation. On doit avoir une bonne connaissance de ces systèmes pour pouvoir troubleshooter en cas de souci. Des connaissances réseau aussi, parce que souvent, s'il y a des agents, par exemple, un EDR, c'est des agents qui sont installés dans tout le parc. Si il y a des soucis ou autres, il faut avoir des connaissances réseau pour voir pourquoi l'agent ne communique pas avec la console. Il faut avoir des connaissances aussi par sécurité, bien sûr, pour pouvoir implémenter ou bien des sécurités ou des use cases et mettre en place des alertes, des dashboards pour les équipes d'analystes et avoir des expériences en déploiement de serveurs ou de plateformes pour pouvoir déployer de nouvelles solutions au fur et à mesure. Il y a l'équipe architecte qui va travailler en étroite collaboration avec les administrateurs, mais eux, leur rôle, c'est choisir les bons équipements de sécurité selon le secteur d'activité et le contexte d'utilisation. Ils vont dimensionner les solutions de sécurité, donc choisir les ressources et l'emplacement d'un serveur pour qu'il soit plus efficace et pour qu'il puisse bien fonctionner au sein d'une entreprise. Et c'est à eux de définir les politiques à mettre en place et les administrateurs de les implémenter. Donc, quand on parle de politique, comme je disais tout à l'heure, c'est la politique à mettre en place dans un antivirus, la fréquence de mise à jour des bases d'antivirus, par exemple, etc. Et pour les architectes, c'est un peu les mêmes connaissances et les mêmes compétences qui sont demandées pour un administrateur. Sauf qu'il faut être ISO 27001 et avoir une bonne connaissance dans le risk management et avoir une expérience dans tout ce qui est architecture et dimensionnement de plateforme. Et on passe à l'équipe CTI. Donc, cette équipe, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas essentielle dans un SOC, mais dans un SOC qui est mature, elle est essentielle. C'est pour avoir une détection plus poussée des IOC ou des menaces qui pèsent sur l'entreprise. Donc, le rôle, c'est de rechercher les menaces récentes
qui peut impacter l'entreprise, faire du threat hunting. Donc, implémenter les IOC et participation à l'amélioration continue de la détection. Quand c'est une grande entreprise, généralement, les menaces qui ciblent un secteur d'activité ne sont pas les mêmes qui ciblent un autre secteur d'activité. Dans un secteur bancaire, par exemple, ce n'est pas les mêmes types d'attaques, ce n'est pas les mêmes menaces qui pèsent dans le secteur de la télécommunication. Donc, une équipe de CTI va chercher les menaces qui pèsent sur sur le secteur d'activité et sur l'entreprise elle-même, en faisant des recherches dans le dark web, dans les réseaux sociaux, un peu partout, pour trouver quelles sont les menaces qui peuvent impacter et les remonter et participer avec les équipes SOC pour implémenter des use cases pour détecter ce type de menaces. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne connaissance en cybersécurité et faire de la veille technologique et cyber, notamment. Et en dernier, il y a l'équipe de réponse à incident, donc le CSIRT, Cyber Security Incident Response Team. Leur rôle, c'est continuer à éradiquer les attaques, donc les stopper à une étape très précoce de l'attaque. Faire du forensics, donc c'est l'analyse approfondie des systèmes qui ont été attaqués, donc faire de l'analyse des disques ou bien de la RAM, de la mémoire vive, pour récupérer les artefacts et les évidences afin de les analyser et voir ce que voulait faire l'attaquant et quel était le but derrière l'attaque. Il y a le malware analysis pour analyser les malwares et voir un peu ce qui était ciblé ou bien ce que voulait faire l'attaquant derrière, donc récupérer des données, voler des mots de passe ou autre chose, ou bien tout simplement faire du sabotage. Faire du reverse engineering, mais ça rejoint un peu le malware analysis, mais ça va pas analyser, décortiquer le malware, mais ça va plutôt voir quel était le but derrière ciblé par l'attaquant. Et tout ça, ça va servir à l'amélioration continue de la détection. Donc, s'il y a une attaque avérée, si on détermine quelle était la route cause et quel est le but recherché, on peut mettre en place des use cases pour détecter s'il y a d'autres comportements similaires à ces attaques et pouvoir les stopper à une étape très précoce, ou bien participer à la prévention, donc durcir les équipements pour éviter que le même type d'attaque se reproduise dans le futur. Donc l'équipe CSIRT, généralement, a les mêmes connaissances que les analystes, mais avec des compétences plus accrues, plus pointues. Donc il faut avoir beaucoup plus d'expérience que les analystes niveau 1, niveau 2, par exemple. Ils doivent avoir un bon esprit d'analyse, être familiers avec les outils de collecte et analyse des évidences, car ils ne sont pas utilisés généralement du SOC, mais c'est des outils qui sont à part, et avoir une bonne connaissance sur les systèmes d'exploitation et les solutions de sécurité. L'exploitation des solutions de sécurité, il faut avoir aussi de très bonnes connaissances en système, notamment en système, car les évidences, généralement, on va les chercher dans des endroits bien spécifiques, que ce soit sous Linux ou sous Windows. Et voilà, donc faut avoir de bonnes connaissances pour savoir où chercher et quoi chercher. Donc on va passer aux outils du SOC. Donc il y a une représentation des outils du SOC. Donc on a l'outil principal au niveau du SOC, c'est le SIEM. On va parler en détail par la suite concernant le SIEM, vu que c'est l'outil principal. Il y a d'autres outils qui sont directement liés au SOC, comme le DLP, le coffre-fort de mot de passe, il y a le scanner de vulnérabilité, il y a le serveur proxy, il y a aussi tout ce qui est antivirus ou bien EDR, qui sont généralement directement gérés. Tous ces équipements sont gérés directement par le SOC. Quand je dis gérés par le SOC, c'est que c'est des administrateurs SOC qui les gèrent. Donc, c'est eux qui les déploient généralement, c'est eux qui les administrent de bout en bout. Il y a des équipements qui sont indirectement gérés par le SOC. Il y a les serveurs de rebond, il y a l'Active Directory pour les domaines contrôleurs, il y a les pare-feux, il y a les VPN. Pourquoi indirectement gérés, indirectement liés au SOC, non pas gérés, mais liés? Ce sont des équipes différentes qui vont s'occuper de l'administration de ces équipements. Et au niveau du SOC, on a besoin à minima d'avoir les logs de ces équipements ou bien d'avoir un accès en read-only de ces équipements. Mais ce n'est pas l'équipe SOC qui va les gérer. Il y a aussi la partie OSINT que j'ai mis un peu à part. OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. C'est des outils qui sont disponibles en ligne, généralement, qui sont beaucoup utilisés par les équipes SOC
Donc, un des outils le plus connu, c'est VirusTotal. Je vais arrêter le partage de la caméra pour ne pas gêner leur vue. Donc, c'est VirusTotal, par exemple, c'est un des outils de l'OSINT qui est le plus connu, mais il y a plusieurs dizaines d'outils qui sont utilisés au sein du SOC de manière quotidienne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes, donc SIEM, c'est Security Information and Event Management. Le DR, c'est Endpoint Detection and Response. Donc, pourquoi Endpoint Detection and Response? Donc, il y a un T en plus, c'est une erreur de de frappe. Donc, pourquoi détection? Donc, le DR, ce qu'il faut savoir, c'est contrairement à l'antivirus, il ne va pas se baser uniquement sur une base de signature de virus, mais il va aussi se baser sur quelques règles de corrélation et quelques règles pour la détection comportementale via une intelligence artificielle. Donc, il ne va pas uniquement détecter les menaces, mais il va loguer et journaliser tous les comportements pouvant être suspects dans une machine et créer des alertes aussi. Et under response, pourquoi la réponse? Parce qu'un EDR contient certaines fonctionnalités qui vont nous permettre de faire de la réponse à incident. Par exemple, on peut isoler une machine du réseau via l'EDR, via la console, si on détecte qu'il y a une menace présente sur cette machine. Par exemple, s'il y a un ransomware qui a été détecté, on peut isoler la machine du réseau avant que le ransomware se propage dans tout le réseau, dans tout le parc de l'entreprise. On peut, on, on peut aussi faire du dump de la RAM ou bien de l'image disque pour faire du forensics par la suite, etc. Donc, il y a le DLP, Data Loss Prevention. Il y a des T qui sont rajoutés, je ne sais pas pourquoi. Désolé pour cette erreur de frappe. Le Data Loss Prevention, c'est pour prévenir toute fuite de données. Donc, c'est un équipement qui va se baser sur une classification des documents ou bien sur des mots-clés qui sont présents sur certains documents qui sont confidentiels et détecter s'il y a un partage de ces documents par mail ou bien dans un réseau social ou bien, ou bien si ces fichiers sont copiés dans un flash disk ou un disque dur externe, etc. Donc, cet équipement peut nous prévenir qu'il y a potentiellement une fuite d'informations. Il y a le VPN, c'est le Virtual Private Network. La plupart des gens connaissent c'est quoi un VPN. C'est un tunnel en quelque sorte privé qui va nous permettre d'accéder au réseau interne de l'entreprise depuis un réseau externe et de manière sécurisée. Il y a l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Ce sont des outils qui sont disponibles en ligne, qui sont très utilisés par les équipes SOC. Parmi les exemples, il y a VirusTotal, il y a Abuse IPDB, il y a Joe Sandbox, qui peuvent nous permettre de réaliser certaines tâches différentes au cours du quotidien du SOC. Et surtout, si le SOC ne dispose pas de tous les équipements nécessaires pour réaliser ces tâches. Pardon. Il y a aussi le SOAR, qui est le Security Orchestration Automation and Response. C'est un outil qui est actuellement en tendance. Il va nous permettre d'automatiser et orchestrer certaines tâches et la réponse à incident. Un exemple simple, on a par exemple une attaque qui a été détectée et qui est avérée. Au sein du SOAR, on peut automatiquement lancer des recherches, faire une investigation et isoler la machine via l'EDR du réseau de manière automatique et autonome. Donc, sans intervention d'un analyste. Il faut juste être sûr des playbooks qui sont implémentés, être sûr de l'efficacité. On n'a pas envie que le SOAR isole des machines alors que c'est des faux positifs qui sont derrière. Donc, voilà, c'est des outils qui sont très puissants, très tendance, mais qu'il faut bien gérer. On va parler du SIEM, particulièrement le SIEM, parce que c'est l'outil au centre du SOC. Donc, c'est quoi un SIEM? Un SIEM, pour faire simple, c'est un outil où sont centralisés tous les logs de l'entreprise. Donc, que ce soit les logs réseau, les logs des endpoints, donc antivirus, EDR, agent DLP, etc., base de données, logs applicatifs ou les logs système de l'entreprise, tous sont envoyés vers le SIEM. Donc, on va centraliser tous les logs, tous les journaux d'événements dans un seul endroit via une collecte. Donc, la collecte peut se faire de différentes manières. On va le voir après.
Quand tous les logs sont collectés dans un seul endroit, on va faire un traitement de ces logs. Et suite à ce traitement, on peut soit lancer des recherches au niveau de ces logs depuis une seule console et lancer des analyses. On peut créer des alertes, et on peut créer des dashboards, des rapports et d'autres choses, bien sûr. Donc, pour la partie collecte, donc c'est, comme je disais, c'est la centralisation des logs de l'entreprise. Et aussi, on va collecter uniquement les logs qui sont pertinents pour la partie sécurité, donc pour le SOC, dans un seul endroit, pour pouvoir les gérer depuis une seule console et avoir une vue globale sur tout ce qui se passe dans l'entreprise depuis un seul endroit. Et la collecte se fait via plusieurs manières. On peut le faire via le protocole syslog qui est le plus commun. On peut le faire en HTTP, en EDBC. Donc ODBC, c'est Open Database Connector. Donc pour récupérer les logs d'une base de données de manière automatique. On peut le faire via API. Donc lancer une requête API pour récupérer par la suite les logs. Généralement, on le fait quand c'est des équipements qui sont dans le cloud. Et on peut les récupérer aussi via des agents, certains SIEM, comme Splunk par exemple, ou bien même ELK. Il existe des agents qu'on peut déployer sur les machines qui, eux, vont récupérer, donc qu'on peut paramétrer pour récupérer certains logs, donc spécifier quels sont les logs à récupérer et les envoyer vers notre SIEM. Pour la partie traitement, donc il y a trois parties qui sont très importantes au niveau du SIEM lors du traitement. Il y a la partie parsing. Donc, quand on parle de parsing, on parle d'extraction des données qui sont importantes des journaux d'événements. Donc, on a par exemple un log qui va contenir plusieurs informations. On doit être en capacité d'extraire les informations qui sont pertinentes et les lier à des, comme on appelle, à des clés. Par exemple, dans un log de pare-feu, on peut voir qu'il y a des données qui sont séparées par des virgules, mais quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil, quand il voit ce log, il va voir que c'est juste des données séparées par des virgules. On n'a aucun moyen de savoir à quoi correspondent ces données. Donc, le parsing va faire quoi? Il va récupérer la valeur de chaque champ, de chaque partie, et la lier à une clé. Donc, quand on dit une clé, par exemple, c'est la source IP, l'adresse IP, le domaine, le timestamp, la règle qui est appliquée au niveau du pare-feu, etc. Et on va dire, et après le parsing, on va voir qu'il y a, par exemple, la source IP est égale à cette valeur, l'adresse IP est égale à cette valeur. Cette partie est très importante car si on ne récupère pas les bonnes informations et les bons logs de manière efficace, les règles de détection qu'on va mettre en place par la suite ne seront pas aussi efficaces. Si on n'a pas toutes les infos, on aura une perte de visibilité. On ne pourra pas lancer des requêtes sur certaines informations qui sont pertinentes. Par exemple, si on n'est pas en capacité de parser l'IP source, on ne pourra pas lancer des requêtes et chercher quelles sont les IP sources dans certains logs. Ou bien, on peut lancer la recherche, mais si l'information n'est pas passée, ces logs-là ne vont pas apparaître dans les résultats de nos requêtes. Donc, le parsing est très important. Il y a l'indexation. Quand on parle d'indexation, pardon, c'est cataloguer les métadonnées et les stocker pour les rendre requêtables et exploitables. Donc, quand on parle de métadonnées, c'est les méta-keys et méta-values. Donc, clé égale valeur. C'est suite au parsing qu'on peut avoir les métadonnées et les cataloguer pour les rendre facilement recherchables. S'il n'y a pas d'indexation, on peut pas faire de recherche dans nos bases de données de SIEM. Donc, en réalité, un SIEM, quand on lance une requête, il va chercher au niveau des indexeurs et récupérer les informations qu'on recherche et pour pouvoir les exploiter par la suite. Si elles ne sont pas indexées, elles ne seront pas exploitables. Il y aura à la fin la corrélation. Donc, les corrélations, ça sera pour enrichir le contenu des logs et en les corrélant avec des listes, avec des lookups, avec des bases de données externes, avec ce qu'on appelle des feeds externes pour dire, voilà, si on a telle et telle information disponible dans un log, on peut rajouter telle et telle information. Des exemples simples. Si on a, par exemple, plusieurs subnets dans notre réseau, on va déterminer nos subnets dans une liste et dire que si dans le contenu d'un log, il y a une source IP
qui a telle valeur, on peut la correspondre à tel subnet et le subnet sera rajouté au niveau des métadonnées qu'on peut récupérer d'un log. Et ça va aider l'analyste à faire des recherches plus faciles. Si on regarde dans le log, en ouvrant les métadonnées, il peut voir que cette IP correspond à la DMZ. Il peut orienter son analyse et son investigation de manière différente. Et la troisième étape, c'est l'exploitation. Donc, quand on parle d'exploitation, on va parler d'analyse et de mise en place de use case, de règles de détection, de dashboard et de rapports. Donc, on va exploiter les logs suite à la collecte et au traitement. On peut lancer des requêtes, on peut investiguer, on peut refaire des recherches et on peut faire du hunting aussi via l'exploitation. Donc, si il n'y a pas de collecte, il n'y a pas un bon parsing, une bonne indexation et la corrélation n'est pas importante, mais elle peut beaucoup aider l'analyste dans ses recherches, l'exploitation ne sera pas possible par la suite. Et comme c'est mentionné au bout, donc peu importe le produit, tous les SIEM, le concept SIEM est partout pareil. Donc peu importe le produit, il y a que ce soit Splunk, QRadar, RSA ou ELK, ce sont des produits différents avec des composants différents, avec des fonctionnalités différentes, mais le concept derrière est le même. On va parler de niveau de maturité d'un SOC. Donc, on a décidé de mettre 3 niveaux de maturité d'un SOC. Donc, il y a le niveau fondamental. Quand on parle de niveau fondamental, c'est le minimum à avoir pour dire pour pouvoir dire qu'on a un SOC. Il faut un minimum avoir un SIEM, pouvoir collecter les logs, avoir des diagrammes d'architecture réseau, faire du contrôle des accès au sein de l'entreprise, avoir des procédures, avoir une supervision de sécurité, pouvoir gérer les alertes et incidents et avoir un plan de continuité d'activité au sein du SOC. S'il n'y a pas, pour nous, bien sûr, peut-être dans d'autres entités, il y a des visions différentes, mais je pense que tout le monde sera d'accord que c'est à minima ça pour pouvoir dire qu'on a un SOC. Donc, c'est le niveau de maturité fondamentale. Par la suite, pour dire qu'un SOC est opérationnel, on doit être en mesure de mettre en place une supervision en temps réel. Donc, pour répondre rapidement, traiter rapidement les alertes et avoir une réponse rapide des incidents. Donc, pouvoir répondre aux incidents et les remédier, avoir un plan d'amélioration continue de la détection, faire des tests et évaluation de la sécurité de manière récurrente, mettre en place une gestion de la conformité, avoir des feeds de CTI pour récupérer les IOC, les mettre en place et pouvoir pousser les recherches de menaces plus loin et pouvoir établir les KPI pour valoriser le travail du SOC et remonter les chiffres et les statistiques au management. Car souvent, dans le management, ils ont besoin d'avoir une visibilité sur un service ou bien une entité et voir si elle est efficace et s'il y a un bon rendement derrière. Et à la fin, le niveau de maturité stratégique, donc là, on parle d'un niveau assez mature du SOC. Donc, on doit être en mesure de mettre une journalisation avancée des événements. Donc, par exemple, mettre en place l'audit D sous les serveurs Linux ou bien du Sysmon au niveau des serveurs Windows et bien les paramétrer, bien les configurer. Avoir de l'automatisation via un SOAR ou bien même de l'automatisation via Python ou bien un autre langage de programmation qui va aider à alléger le travail des analystes, surtout s'il y a des trucs des tâches qui sont très récurrentes et qui sont fastidieuses, donc les automatiser pour qu'elles soient moins pénibles aux analystes et pouvoir uniquement exploiter les résultats et n'auront pas à faire tout le travail de manière récurrente à chaque fois. Avoir une bonne stratégie de détection. Donc, si on a une journalisation avancée, on peut pousser la stratégie de détection plus loin, faire des évaluations de risque. Donc, dans chaque secteur d'activité, dans chaque contexte d'utilisation des services d'une entreprise, le risque n'est pas le même. Donc, si on met en place une évaluation des risques, on peut par la suite mettre une bonne stratégie de détection et savoir orienter nos mesures, nos équipements, nos solutions vers le bon chemin.
faut faire des revues et des examens de l'archi de sécurité. Donc, pourquoi les faire en revue? Pour voir si, pourquoi faire des revues de ces équipements de sécurité et de l'architecture de sécurité? D'un côté, pour savoir si nos solutions sont efficaces, elles sont déployées au bon endroit et elles ont une bonne visibilité sur ce qui est attendu. Et quand on parle de revue, on peut des fois mettre des tests de pénétration, on peut faire c'est des audits techniques ou bien des audits fonctionnels et voir par la suite quel est le résultat de ces audits et pouvoir optimiser ou bien corriger certaines lacunes qui n'ont pas été vues lors du déploiement de ces équipements. Il y a la partie purple teaming. Quand on parle de purple teaming, non, enfin, j'explique pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes. Pardon. Il y a l'équipe red team, donc l'équipe rouge, qui est l'équipe souvent qui s'occupe de faire des tests offensifs. Il y a la blue team, donc l'équipe bleue, qui est généralement le SOC qui s'occupe de la partie défensive. Et le mélange des deux, donc c'est un mélange de bleu et de rouge, donc ça donne la couleur violette, va s'appeler purple team. Donc le mix des deux est très important car on peut simuler, l'équipe rouge va simuler des attaques qui sont réelles et même simuler des attaques récentes ou exploiter de nouvelles vulnérabilités, etc. Et l'équipe bleue en face doit être en mesure de détecter ces attaques en temps réel. Euh, et si les attaques ne sont pas détectées, voir pourquoi elles ne sont pas détectées, donc voir s'il y a des règles de détection qui manquent. Si les règles de détection qui sont mises en place ne sont pas bien implémentées, il y a des erreurs, donc il faut les corriger. Et aussi voir si les logs sont collectés, si les logs qui correspondent ou qui journalisent ces attaques-là qui durant les tests ne sont pas envoyés au SIAM, donc il y aura pas moyen de les détecter. Donc voir si les logs qui sont pertinents sont envoyés ou pas. Si elles n'ont pas envoyé, donc travailler sur l'envoi de ces logs et voir si l'équipement journalise l'événement ou pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas tous les événements qui sont journalisés, qui sont logués. Donc, via le purple teaming, on peut se rendre compte qu'il y a des événements qui ne sont pas journalisés et travailler sur la journalisation de ces événements via une journalisation avancée, donc grâce à Sysmon, grâce à ODD, ou bien grâce à d'autres manières, comme par exemple sous Windows. Un exemple simple, l'event ID 4688 n'est pas activé par défaut et qui concerne la création d'un process. S'il n'est pas activé, il n'y aura pas de log correspondant à ce type d'événement. S'il n'y a pas ce type de log, ben, il n'y aura pas de détection qui se base sur la création d'un nouveau process. Et du coup, on doit activer ce type de journalisation pour pouvoir loguer les événements. Donc, dans un SOC qui est très mature, on doit pouvoir gérer le budget en interne, donc au sein du SOC. Donc, le SOC aura un budget bien alloué à lui, donc il pourra acheter des équipements, investir sur certaines fonctionnalités, faire appel à des services ou bien aussi utiliser des services premium au sein de l'OSINT. Furious Total, par exemple, c'est un outil qui est gratuit et fourni au grand public, mais il existe une version qui est payante, une version pro pour les entreprises avec une licence qui contient des fonctionnalités plus avancées et qui permet d'aller plus loin dans nos investigations, par exemple. Et le dernier point, c'est aligner les objectifs de la sécurité à celle du business. Donc, quand un SOC est très mature, il peut aligner de cette manière-là pour aider le business à aller en avant et pouvoir gagner plus d'argent derrière. Un exemple simple, quand une entreprise est conforme et audite et ISO 27001, ISO 27005, par exemple, ça peut aider à faire de la pub pour l'entreprise et à rassurer les clients et attirer plus de monde. Voilà. Donc, on va dire pourquoi avoir un SOC dans une entreprise. Beaucoup de gens, beaucoup de dirigeants ne voient pas en fait l'utilité d'un SOC. Ils se disent que on va investir, mais on va pas gagner de l'argent derrière. Un SOC ne va pas rapporter de l'argent. Sauf que ce n'est pas faux, sauf que ce n'est pas complètement vrai. Parce qu'un SOC va dans un premier temps éviter d'avoir des pertes au sein d'une entreprise. Donc, quand on parle éviter des pertes, donc c'est des économies
une économie financière. Donc, s'il y a des pertes, donc un exemple tout simple, s'il y a un ransomware, donc on le voit souvent, les ransomware sont les attaques dont on parle le plus aux médias. Donc, s'il y a une attaque, un ransomware qui a été déployé dans une entreprise et que le ransomware se propage partout dans l'entreprise, il va chiffrer toutes les informations confidentielles de l'entreprise, il peut arrêter les services, il peut impacter toute l'entreprise et on demande derrière une rançon des fois qui peut aller à plusieurs millions de dollars. Là, l'impact sera vraiment financier et peut impacter lourdement une entreprise, surtout si c'est une petite ou moyenne entreprise, elle n'aura pas les moyens de faire le recouvrement, de récupérer les données ou bien de payer la rançon. Et là, l'entreprise peut même déposer les clés. Et donc, avec un SOC, on peut éviter et anticiper les attaques internes et externes qui peuvent impacter les services de manière directe. D'un côté, on peut prévenir contre la fuite de données confidentielles. Ça aussi, ça peut impacter le côté financier de l'entreprise, surtout s'il y a des projets qui sont confidentiels en cours de réalisation dans une boîte pharmaceutique, par exemple, il y a un nouveau médicament qui est en cours de test ou en cours de recherche. S'il y a des dossiers confidentiels qui contiennent, par exemple, comment ce médicament est conçu, etc. Si ces données fuitent et qu'elles arrivent au concurrent, le concurrent peut travailler plus rapidement et faire sortir le médicament plus rapidement et ça peut impacter le côté financier de l'entreprise. Là, c'est un impact qui est indirect, qui n'est pas suite à une attaque ou qu'on peut pas voir directement ou bien en temps réel. Donc, c'est un impact qui peut avoir des conséquences à long terme et qui est indirect aux attaques cyber. Aussi, il y a protéger l'image de marque de l'entreprise. On va parler toujours de données confidentielles. Si, par exemple, chez un opérateur téléphonique ou bien une banque où il y a la base de données de tous ses clients, beaucoup de clients n'aimeraient pas avoir leurs données confidentielles traîner un peu partout dans le web. Donc, s'il y a une attaque et qu'on récupère une base de données des clients et qu'on la diffuse sur le web et que tout le monde ait accès à cette base de données, ce qui va arriver, c'est que les clients ne vont plus faire confiance à cette entreprise et vont la fuir. Et il y aura pas de nouveaux clients les nouveaux clients vont éviter d'aller vers ce type d'entreprise. Et là aussi, il y aura un impact indirect. Donc, il y aura pas un impact direct de l'attaque, mais indirectement, il y aura une perte financière suite à la fuite de clients et à l'impact sur l'image de marque. Voilà. Aussi, au sein du SOC, on peut repérer un acte de sabotage en cours fait par un employé interne. Donc, des fois, et on a pu le voir durant nos différentes expériences, mon collègue et moi, il y a des licenciements des fois suite à une faute grave ou autre chose, et l'employé qui a été licencié a certains privilèges, a des droits d'accès assez élevés, et donc du coup, avant de partir, il va essayer de faire le maximum d'impact avant son départ. Donc, si on détecte un acte de sabotage qui est en cours, donc si, par exemple, il va effacer une base de données ou autre chose, on peut rapidement la détecter, la voir, et on peut rapidement couper les accès à ce compte-là, qui est en train de faire des actes de sabotage. Donc, couper les accès, ou bien carrément isoler sa machine pour qu'elle ne puisse plus avoir accès aux autres équipements du réseau, par exemple. Et aussi éviter les fraudes et détournements de fonds. Donc, souvent, les attaques ont un but lucratif. Donc, au sein de sites d'e-commerce ou autre chose, on peut essayer de faire des fraudes, essayer de faire des achats sans transaction ou bien récupérer une base de données ou valider des achats ou bien des locations ou autre chose sans forcément avoir à payer quoi que ce soit. Et là, il y aura un impact financier derrière. Et on peut même voir certains types d'attaques, pardon, où on va essayer de récupérer les données bancaires
et les utiliser pour envoyer, faire des virements vers d'autres comptes offshore ou qui sont dans des pays où la récupération de cette somme-là sera très difficile et même impossible.